tout le monde d'être présent ce soir au Salon Toutard. Merci à vous, Catherine Millot. Donc nous avons le plaisir de recevoir Catherine Millot afin d'échanger autour de votre trajectoire singulière qui, comme l'intitulé de cette rencontre l'indique, s'articule, me semble-t-il, au croisement de l'écriture, de la liberté et de l'expérience intérieure. Mais avant d'ouvrir la discussion et de vous laisser la parole, permettez-moi, pour celles et ceux qui vous découvrirez ce soir, de vous présenter brièvement. Catherine Millot, vous êtes écrivaine et psychanalyste. Vous poursuivez depuis plusieurs décennies une trajectoire résolument singulière qui s'affirme dans et par le travail et la question de l'écriture. Diplômée de philosophie, titulaire d'une thèse de doctorat sur Freud, vous avez suivi les séminaires de Jacques Lacan, qui fut votre analyste. Vous avez ainsi d'abord mené un travail de recherche clinique et théorique avec des ouvrages tels que Freud antipédagogue en 1979, qui constitue la version publiée de votre thèse, Hors sexe, essai sur le transsexualisme en 1983, ou encore Nobodadi, l'hystérie dans le siècle, 1988. Puis votre œuvre s'est progressivement ouverte à une méditation plus littéraire sur la vocation et les figures de l'écrivain, avec La vocation de l'écrivain en 1991, J. Genet Mishima, Intelligence de la perversion en 1996, ou encore La vie parfaite en 2006, consacrée à Jeanne Guyon, Simone Weil et Etty Hillesum. Avec Abîmes ordinaires, que nous avons tous les deux là, en 2001, vous vous ouvrez à une nouvelle forme d'écriture, dont la vocation de l'acte, si je puis dire, l'acte d'écrire donc, s'énonce pour ainsi dire dès la première ligne. Voici ma vie la plus secrète. Avec ce premier texte, disons plus intime, vous revenez sur plusieurs scènes décisives de votre vie et tentez ainsi d'écrire ce qui peut se nommer d'expériences de prime abord innommables que vous avez très tôt vécues et que l'on appelle un peu génériquement expériences intérieures. Ces expériences, vous nous les racontez et vous insistez sur leur dimension d'expérience radicale du vide comme abolition épiphanique des frontières du moi, entre stupeur et ravissement, où, comme vous le dites, il devient possible de ressaisir son être à la pointe de son annihilation. Ce mystère de l'expérience innommable fait ainsi question chez vous et semble exprimer quelque chose de votre singularité que vous essayez de saisir et de comprendre, d'approcher par l'écriture, après avoir d'abord tenté de l'approcher très tôt par le travail de l'analyse, notamment donc avec Jacques Lacan, à qui vous avez d'ailleurs consacré un très bel ouvrage qui occupe, me semble-t-il, une place un peu à part dans votre œuvre, intitulé « La vie avec Lacan » en 2016. Avec « Aux solitudes » en 2011, puis dans « Un peu profond ruisseau », beaucoup plus récemment en 2021, c'est encore l'expression, disons, in progress de ce nouage entre écriture, liberté et expérience intérieure qui se joue. Mais cette fois-ci, tantôt depuis l'épreuve plus particulière de la solitude, votre solitude, tantôt depuis, si je puis dire, une proximité nouvelle à la mort, puisqu'en 2020, vous avez justement failli mourir du Covid. Cette expression « failli mourir », avec tout le poids de son équivoque possible, semble après coup révéler l'évidence d'un thème sous-jacent et liant chez vous l'écriture, la liberté et l'expérience intérieure, à savoir la question de la mort, peut-être comme leur moteur, voire leur cause commune. De là, votre écriture, les interrogations qu'elle déploie et élabore, me semblent précisément s'offrir comme surcroît de vie à l'endroit de l'énigme que recèlent ces expériences dites intérieures, et qui peut-être ont à voir avec une mise en faillite de la mort comme voisinage de l'annihilation totale, mais non plus subie, non pas tragique, plutôt consentie, une déprise, un élargissement, que par l'acte d'écrire, il est peut-être possible de rejoindre textuellement, de rendre à nouveau présent par la production, voire la productivité même du texte, expression possible d'une innommable épreuve. Au seuil de La vie parfaite en 2006, consacré à 3 femmes mystiques, vous dites « Longtemps j'ai cru que c'était leur jouissance qui m'attirait, je ne voyais pas que c'était leur liberté. » Ainsi vous semblez indiquer que la vérité, celle tout au moins que vous y retrouvez, la vérité, disais-je, de l'extase comme de l'expérience mystique ne tient pas tant dans le mode de jouissance particulier dont elle témoigne, mais bien plutôt donc
dans leur liberté, et ce faisant, c'est moins la pamoison comme telle que l'avènement d'une transfiguration de l'espace de la chair qui vous marque et marque votre écriture, ce qui sans doute constitue un mode de jouissance du corps vivant incluant spécifiquement la question de la liberté, ou tout du moins de la libération du corps et de l'espace réel auquel il peut ouvrir par son élargissement. Tant de questions, si je puis dire salutaires, chère Catherine Millot, que votre travail d'écriture pose, et par quoi je suis très heureux de vous recevoir ici au Salon Toutard pour échanger avec vous tant de l'acte d'écrire que de l'expérience intérieure qui le motive et s'y recèle, que de la question peut-être croisée de la mort comme de la liberté au seuil d'une écriture de l'innommable, voire d'une écriture du réel, une écriture depuis le réel. Alors, pour ouvrir cet échange, auquel le public est bien sûr invité à participer, j'aimerais vous laisser la parole assez librement, afin que peut-être vous nous disiez comment vous recevez le choix d'intituler de notre rencontre, Écriture, Liberté, Expérience intérieure, à quoi j'ai ajouté par ma brève présentation le thème sous-jacent de la mort. Je vous remercie pour votre présence et je vous laisse donc la parole. Merci Yorick pour votre présentation. Merci aussi pour cette invitation. Je suis très content d'être parmi vous. Le Salon Toutard me paraît très prometteur et déjà ayant fait aussi ses preuves dans la vie culturelle, on peut dire. Alors je vais essayer de prendre un peu la suite, enfin de parler un peu de mon parcours. Alors, l'innommable de l'expérience, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est plutôt l'indicible. L'indicible, moyennant quoi, ce qu'on ne peut pas dire, il arrive qu'on puisse l'écrire. En fait, c'est en tout cas, c'est ce dont témoignent les mystiques en général, hein, qui écrivent beaucoup, ou bien qui, comme Madame Guyon, écrivait énormément. Alors, vous avez parlé pour ce qui est des termes que vous avez utilisés, il me semble qu'il en manque un, c'est la psychanalyse, parce que quand même ça a été central dans tout ça. Ça a été central de par le choix que j'ai fait de cette ligne, de cette orientation, pour éclaircir quelque chose que j'ai traversé, qui me faisait énigme. En effet, une expérience, enfin un peu, qui m'avait à la fois beaucoup, hein, qui m'interrogeait complètement, et que j'aurais bien voulu retrouver pour de bon. J'ai pensé que l'analyse pourrait peut-être m'aider à retrouver cette vacuité dont j'ai parlé dans les ordinaires. Et donc, cette expérience, je peux... J'ai un peu de mal avec ma voix, je crois, ce soir. Alors, je vais peut-être, au fond, rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le début d'Abîmes ordinaires, où je raconte d'ailleurs deux petites expériences aussi, de vie, de vacuité, dans l'enfance. Et puis ensuite, je parle de celle qui m'a vraiment marqué comme ayant représenté aussi une ouverture. C'était un vide, mais qui était une vacuité ouverte et ouvrante. Alors, le premier aperçu de ce vide, je l'ai eu à l'âge de 6 ans, en arrivant dans un pays étranger qui était là, Budapest, où mon père avait été nommé. Et c'était le jour de l'arrivée. On me demande de descendre à l'étage en dessous pour chercher quelque chose, et je me retrouve dans un escalier inconnu, donc, et là, tout d'un coup, dans le vide, il n'y avait plus rien, plus rien, plus personne, et à la limite plus moi, et plus de parents en tout cas. C'était vraiment une totale vacuité, ça n'a pas duré, c'était quelques secondes comme ça, mais ce sont des choses, alors c'est peut-être ça ma singularité, c'est que des choses comme ça, je les ai comme retenues. Enfin, j'ai voulu, parce que je pense que ce sont des expériences
connues de beaucoup, hein, qui sont très courantes. Et finalement, c'est parce que je m'y suis attaché, je peux dire, qu'au fond, j'ai fait un parcours, en effet, peut-être particulier. Alors la deuxième expérience, c'était aussi en arrivant dans un autre pays étranger. Et là, c'était une sorte de raptus, comme si j'avais été projeté dans les hauteurs intersidérales du côté de Sirius, disons, et que j'étais comme ça, aspiré du côté de Sirius. Et là, c'était un peu effrayant, et j'avais réussi à stopper la chose en me formulant, en me disant mon nom propre. Et ça m'avait permis de reprendre pied sur terre. Alors les 2 fois, ce qui était quand même particulier, c'était que ça coince à la première fois. Il y avait mes parents, ou plutôt ma mère, avait fait une crise parce qu'on arrivait de la gare, hein, et puis mon père qui avait trouvé une villa, enfin, elle avait laissé d'ailleurs faire tout seul ses préparatifs, il avait trouvé une villa qui était à Buda, un petit peu, pas dans le centre-ville, mais sur les collines, et c'était très très joli, elle était formidable cette villa. Mais il a voulu, pour nous impressionner peut-être, choisir un petit chemin qui était tout en pente, extrêmement sauvatue, comme on dit. Et ma mère a été effrayée, elle a commencé à lui faire une scène. Je pense que le vide dans l'escalier venait de cette espèce de chute du couple parental. Enfin, c'est-à-dire et la deuxième fois, c'était encore pire, c'était dans un contexte conflictuel, assez glauque entre mes parents et tout ça. Et je pense que c'était pas sans rapport. Et donc, parce que c'était des éléments qu'on peut appeler simplement, cliniquement, on peut parler de dépersonnalisation, hein, tout simplement. Je pense qu'en effet, le fait d'être à l'étranger, on perd ses repères physiques, matériels, enfin, imaginaires aussi, symboliques également. Donc c'est cette perte des repères qui facilite ce genre d'expérience. Alors la troisième expérience qui, là, m'a vraiment marqué, parce que il fallait que je tire ça au clair, c'était, j'avais été nommé dans un lycée de province, c'était une petite ville qui s'appelait Mortain, dans la Manche, et nommé prof de philo. C'était mon premier poste. J'étais un peu effrayé d'être exilé de Paris déjà, de me retrouver dans cet endroit inconnu, à devoir faire ce métier que je ne sentais pas très bien. Et il fallait y aller, en plus il n'y avait pas de gare, c'était donc, j'ai dû m'acheter une voiture d'occasion, dont je ne m'étais pas aperçu que les pneus étaient réchappés. Pourtant j'avais fait examiner par un ami, mais enfin bon, ça avait, les pneus réchappés avaient échappé. Et juste avant d'arriver à ce Mortain, tout d'un coup, j'ai un pneu qui éclate, et puis comme c'était mon premier voyage en voiture, donc avec les voitures qui venaient en face, j'ai réussi à me dépêtrer quand même et à diriger ma voiture vers une haie qui était, opportunément pas très loin. Mais disons que ça m'avait fait un choc, comme quelque chose qui venait comme entériner, comme redoubler plus exactement, redoubler cette feuille de route où on m'envoyait à Mortain. Là, c'était que j'avais échappé quand même, échappé pas très près, mais disons quand même échappé à la mort, dans un accident grave. Et bon, enfin, donc je commence à... Et dans les jours qui ont suivi, mais pas longtemps après, au fond, dans ce moment un peu pour moi de comble de la déréliction, enfin, de me retrouver là dans ce lieu improbable, je dirais, j'ai tout d'un coup, quelque chose s'est levé
quelque chose s'est levé, et à la fois c'était un sentiment de libération, d'allègement, une disparition de l'angoisse, en tout cas, parce que j'étais évidemment assez angoissé d'être là-bas, et un rapport autre au monde aussi. Alors je vais quand même lire le passage qui parle de ça avec ce que j'ai tenté du maximum de précision. Voilà. Mystérieusement, dans les jours qui suivirent, toutes mes angoisses disparurent. Une liberté inconnue m'envahit, comme si j'avais acquitté une dette de vie. Un grand vide s'installa. Cela avait commencé par le ciel, comme si un invisible couvercle s'était levé, laissant voir un trou sans fond. Le firmament était-il jusqu'alors encombré par le souci de soi, comme par un œil qui ne se fermerait jamais. Puis le vide s'était étendu, élargissant le monde et l'ouvrant de tous côtés. C'était un vide quasi matériel, interstitiel, séparateur. Il régnait dans les intervalles entre les choses, comme un cristal où chacune rayonnait dans son isolement, car c'était un vide magnificateur. Il faisait naître un autre espace et un autre temps d'immobilité vibrante, où l'on cessait d'être en avant de soi-même, toujours un peu ailleurs. Tout est là, simplement, et rien ne manque, là où le rien est devenu l'évidence, et la présence se fait plus aiguë sur le fond d'une absence telle que l'au-delà s'en trouve dissipé. Le monde en est comme éclairé d'une lumière plus intense. Ben, je crois que je ne pouvais pas dire mieux de ce que j'ai traversé à ce moment-là. Et cet état, bizarrement, a duré pendant plusieurs semaines. Je dirais bien au moins 2 mois. Je sais que ça c'était début septembre, au moment de la rentrée des classes. À la Toussaint, il y avait des vacances. J'étais reparti à Paris. Et j'avais noté, on m'avait d'ailleurs fait remarquer que j'étais un peu high. Et un peu... Donc je m'étais dit, là, il y a quelque chose. Et puis effectivement, ce high n'était pas loin de la dépression qui a suivi. C'est-à-dire que je n'étais pas bien du tout après. J'étais pas bien du tout, et j'ai quitté pas bien du tout d'être là où j'étais aussi, évidemment. J'arrivais pas vraiment à m'y faire dans ce mortem. Et à la fin de l'année, j'ai décidé de ne pas retourner l'année d'après, et puis de me faire mettre en congé. Et c'est là que j'ai décidé aussi de commencer une analyse du fait des impasses professionnelles que je rencontrais, parce que quand même j'étais là c'était mon métier, quoi, a priori. Et aussi, sur le plan sentimental, ça n'avait pas été très gai, disons, les années qui avaient suivi, plutôt précédé. Et puis il y avait quoi? Il y a les inhibitions aussi. J'étais très inhibé quand je n'étais pas dans cet état de grâce là. J'étais très inhibé, et pour enseigner et pour écrire, n'en parlons pas, parce que ce n'était pas d'actualité à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça. Je suis arrivé avec ça chez Lacan, on peut dire. Et je lui en ai parlé d'ailleurs très vite, parce que je m'étais bien dit qu'il y avait un rapport. Enfin, j'aurais pu après tout me dire d'aller poursuivre cette expérience de vide en Inde, dans un ashram, ou au Japon, enfin je sais pas, enfin, mais j'étais quand même, je suis toujours quelqu'un de plutôt rationaliste. Et ce que je voulais y voir clair, pas, au fond c'était plus comprendre d'où ça venait que l'état lui-même finalement. Et donc j'ai été voir Lacan pour toutes ces raisons, et avec cette expérience dont je lui parle, et il me dit, c'est la Gelassenheit. La Gelassenheit, c'est un terme allemand qui n'est pas facile à traduire, qui a été utilisé par Maître Eckhart, qui est le titre d'un texte de Heidegger, ce texte de Heidegger est traduit par sérénité. On peut
Lacan préfère le traduire, ce terme de Glastonbury, par laisser être, mais si vous regardez, il y a aussi le sens d'abandon, d'être abandonné, voire de s'abandonner, hein, dans l'équivoque enfin, du réfléchi ou du passif. Je pense que c'est important, ce terme-là. Et c'était... donc voilà, mais à part ça, après cela, Lacan ne m'en a plus rien dit de ce... J'avais beau continuer à lire les mystiques et puis l'interroger, et puis j'en ai obtenu rien d'autre que ces Glastonbury. Sauf quand même que dans son séminaire, le séminaire de l'année suivante, qui s'intitule Encore, Lacan a parlé assez longuement des mystiques, et en particulier de Thérèse d'Avila, et disant que là, c'était, en gros, Thérèse d'Avila, c'était évident à voir la statue du Bernin, eh bien, elle jouit. Et puis moi, je lui avais apporté aussi des textes, un texte d'Edwige d'Anvers, qui est une mystique nordique, je crois, du côté de Hollande ou Belgique, enfin des pays du Nord. Et c'était des disciples de Maître Eckhart Lindell, parce que c'était des disciples de Maître Eckhart. Mais moi, je ne me retrouvais pas du tout dans ce que Lacan disait sur la mystique comme étant le relevant de la jouissance féminine. Il me semblait que je n'avais pas du tout vécu ça, c'était autre chose. Donc j'étais un peu, je peux dire, gros gens comme devant. Et par la suite, donc, j'ai fait quand même mon analyse, hein, et j'ai fait avec Lacan, j'ai fait une analyse thérapeutique. Je peux dire que, mis à part cette interrogation, j'ai été libéré, dégagé de l'état d'angoisse ou d'anxiété latente que j'éprouvais tout le temps. Ça a été nettoyé. Et ça, je dois dire que c'est inestimable. Parce que du coup, l'inhibition aussi m'avait dégagé quand même par la même. Alors, il y a eu un tournant, c'est plusieurs années après, il y a eu un colloque sur la PAS. La PAS, c'était une institution que Lacan avait introduite pour un dispositif, plus exactement, pour interroger le passage de l'analysant à l'analyste. Et pour savoir ce qui se passait, pourquoi est-ce que quelqu'un qui avait fait une analyse, qui était jusqu'à un certain point, décidait de prendre des patients. Ça lui semblait de nature à devoir être interrogé. Et ça faisait 10 ans après, en 1968, qu'il avait établi ce dispositif. Et 10 ans après, en 1978, il a fallu faire le bilan de la chose. Et il y a eu un congrès à Deauville donc, sur la question de la PAS, auquel j'ai assisté. Et j'en attendais beaucoup, parce que je me disais que peut-être que ce que j'avais vécu n'était pas sans rapport avec une sorte de traversée sauvage du fantasme, comme si un écran avait disparu, avait été levé comme ça. C'était l'idée que je me faisais. Par ailleurs, il y avait dans ce ciel vide quelque chose qui, pour moi, s'apparentait à ce que Lacan appelait l'autre barré, le grand tabaret. Je ne sais pas du tout si ça a quelconque rapport, mais enfin, c'est comme ça que je le voyais. Et j'assiste à ce congrès pour savoir si peut-être dans ces témoignages de passe, dans la façon dont ce que les gens pouvaient dire là-dessus, s'il pouvait y avoir quelque chose qui renvoie à mon expérience. Est-ce qu'ils avaient vécu quelque chose qui s'apparente à ça? Et puis, rien du tout. Là, il n'y avait absolument rien qui fasse écho. Donc là, et après, ça a été comme une espèce de choc, je peux dire. Et c'est après coup que je me suis rendu compte que ça avait opéré une chute de ce qu'on appelle le sujet supposé savoir, de ce que Lacan a appelé le sujet supposé savoir, qui est le ressort du transfert. C'est qu'on s'adresse à l'autre parce qu'on suppose savoir. Et là, tout d'un coup, les analystes, je ne pouvais plus les supposer savoir quelque chose sur ma question,
pas sur, ils savent sûrement beaucoup de choses, mais là, sur la question que je posais à travers cette expérience, là, je n'aurais pas de réponse de ces gens-là. Et ça a atteint très certainement aussi mon transfert à Lacan, bien que, bon, il y avait bien sûr autre chose, mais j'ai arrêté mon analyse avec lui pas très longtemps après. Et d'une certaine façon, c'était une première passe. Enfin, il y avait là une destitution qui s'était produite pour moi, et ça ne m'a pas empêché, parce que j'avais encore quelques symptômes qui m'embarrassaient, reprendre après Lacan mon analyse avec quelqu'un d'autre pendant, je ne sais pas, pendant longtemps aussi, pendant au moins 8 ou 9 ans. Mais parallèlement, j'avais commencé à écrire. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est que j'ai transféré le savoir sur ce que j'avais vécu, je l'ai transféré sur les écrivains chez lesquels je retrouvais quelque chose. Si je ne retrouvais rien chez les analystes dans ce qu'ils disaient, en revanche, je retrouvais des choses chez beaucoup d'écrivains, en particulier chez Rilke, ou bien par exemple chez Musil, dont je n'ai jamais parlé, mais chez Musil, quand il parle de l'autre état, je l'y retrouve. Ou bien pratiquement, c'est là que j'ai commencé à écrire, avec l'idée de la vocation de l'écrivain comme procédant de la nécessité d'élucidation d'une expérience intérieure, pas forcément la même que celle que j'avais vécue, mais d'un type d'expérience qui avait pu leur faire énigme. Et donc ça a été ça mon point de départ, des premiers textes que j'ai mis 10 ans en fait à écrire, la vocation de l'écrivain. Je l'ai commencé début 80, 81 par là, et puis je l'ai publié en 91. Et donc je consacre 10 études à 10 auteurs, autour de ça s'articule autour de ce thème. Et puis d'une certaine façon, c'était aussi le même travail que j'ai fait avec Gide Genet et Mishima. Et à ceci près que Gide Genet et Mishima, j'y trouve de façon anticipée et de façon très qui me surprend beaucoup maintenant, j'y trouve l'énoncé exact du fantasme que j'ai dû reconstruire et que j'ai trouvé finalement 10 ou 20 ans après. C'est-à-dire condamné, gracié. Les deux termes, je le dis à propos de Genet, qui avait été condamné à la relégation, et puis qui avait été gracié par le président de la République. Pour quelle raison? Parce qu'il avait écrit de très beaux romans pornographiques. Genet, c'était ça, c'était chose. Quant à Gide, lui, c'était condamné, gracié aussi en tant que protestant. Les protestants sont toujours quelque peu condamnés, graciés. Enfin, voilà. Et donc j'ai poursuivi ce travail, et c'est avec Abîmes ordinaires, parce que j'ai voulu mettre à plat ma démarche, c'est-à-dire dire le pourquoi j'avais écrit les 2 précédents livres. Et c'est ça que j'explique, enfin je raconte cette expérience, je raconte que j'en ai parlé à Lacan et tout ça. Enfin. Et puis j'évoque des écrivains qui témoignaient d'expériences analogues. Et là, il y a par exemple, il y a Koestler, Arthur Koestler, qui est un écrivain formidable que je vous recommande au cas où vous ne le connaîtriez pas. Koestler s'est retrouvé dans les prisons de Franco et dans le quartier des condamnés à mort. Donc on a cette idée du condamné à mort. Et
Donc sa situation n'était pas formidable. Je cherche la citation. Non, c'est pas Michaud. Voilà. Il me dit, donc un jour qu'il était devant la fenêtre de sa cellule, en train de reconstituer sur le mur la démonstration d'Euclide sur les nombres premiers, il s'occupait comme il pouvait, il comprit soudain avec enchantement que l'infini se trouve ici atteint par des moyens rationnels, précis et finis. Cet enchantement l'envahit comme une onde. Habité par une réalisation sans parole, il se dit « c'est parfait ». Toutefois, il sentit une légère gêne et se rappela qu'il était en prison, qu'on allait peut-être l'exécuter, mais à cela répondit aussitôt un sentiment dont la traduction en mots serait « et alors, ça n'est que ça, tu n'as pas de préoccupation plus grave ?» Réponse aussi spontanée, vive, amusée, que si la gêne intruse avait été la perte d'un bouton de colle. Puis je me remis à flotter dans un fleuve de paix, sous des ponts de silence. Il ne venait de nulle part et n'allait nulle part. Puis il n'y eut plus ni fleuve ni moi. Le moi avait cessé d'exister. Il explique après qu'il connut, quand il était incarcéré, de tels états 2 ou 3 fois par semaine. Et après sa libération, ils se firent plus rares, mais revinrent toutefois le visiter régulièrement. Ils furent à l'origine, dit-il, d'un remaniement de sa personnalité qui ne précise pas, mais il semble que dès lors, l'écrivain prit dans sa vie le pas sur l'homme d'action. Ces expériences lui apportèrent toujours un secours durable, laissant après elles un effet tonique de sérénité, destructeur de la peur, capable de se prolonger des heures et des jours. Donc là, c'est assez formidable. C'est Kessler. Et de toute sa vie, il a connu par moments des instants comme ça. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup, qui a, on peut dire, cultivé l'expérience intérieure avec la drogue. C'est Henri Michaud. Henri Michaud qui dit des choses absolument formidables sur le vide en particulier. Oui, enfin, il dit, je l'ai lu. Alors, l'homme, enfin, il dit des choses formidables là-dessus. L'homme, dit Michaud, dans La nuit remue, est un être qui a besoin de faiblesse. Ses forces lui sont à charge. Ainsi, dans l'amour, est-ce à s'en défaire qu'il vise. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, se contentent de cette dépossession-là. Mais, ajoute-t-il, il arrive cependant à l'un ou à l'autre de vouloir perdre davantage son je, d'aspirer à se dépouiller, à grelotter dans le vide ou le tout. En vérité, l'homme s'embarque sur beaucoup de navires et c'est là qu'il veut aller. Alors il fait l'expérience à un moment donné c'est une expérience d'ailleurs avec du cannabis où à propos du ciel, l'expérience de ce qu'il nomme le ciel ouvert. Il se lève et voit le ciel noir, et soudain, instantanément dépouillé de tout comme d'un par-dessus, j'entrais en espace. J'y étais projeté, j'y étais précipité, j'y coulais.
par lui happé violemment sans résistance, comme soustrait à la terre, le sentant emporté invinciblement par le haut, entraîné toujours plus loin grâce à une merveilleuse invisible lévitation dans un espace qui ne finissait pas. Cela aurait pu être épouvantable, ajoute-t-il, c'était rayonnant. Je recevais le ciel et le ciel me recevait, l'espace m'espacifiait. L'extase, c'est l'accueil réciproque, l'échange qui se réalise dans une mystérieuse interprétation, une double ouverture. Si le ciel avait cessé d'être une coupole et s'était soudain ouvert, pareillement lui-même dans un dépouillement instantané, d'un coup dégourdi, se retrouvait ouvert d'une ouverture comme puceron en qui se serait ouverte la gueule d'un balénoptère, d'une ouverture qui n'était que pour l'immense, qui ne pouvait se refermer. Voilà. Enfin, il parle aussi du vide béatifique. C'était moi j'avais employé l'expression de vide magnificateur, et lui il emploie l'expression de vide béatifique. Donc dans cet ouvrage, alors en quoi c'est un rapport avec la psychanalyse? Eh bien, c'est que je cherchais chez les auteurs de quoi, au fond, trouver l'interprétation analytique de mes états, de ce que j'avais pu traverser. Et je cherchais en quelque sorte chez eux, en analysant en fait, en tâchant d'analyser leur affaire, d'en faire autant par conséquent pour la mienne. Et c'est ce que j'ai fait avec Rossellini et Tolstoï dans ce livre. Donc avec Rossellini, et ça a ses rapports avec Ingrid Bergman, et surtout le film Stromboli, qui se termine à la fois par un comble de déréliction, quand elle se retrouve sur le volcan, presque dans un péril mortel, et puis qu'elle s'endort d'épuisement, et se réveille, et c'est l'éblouissement, la beauté de la nature, c'est l'acceptation de ce qui est aussi. C'est un très très beau film. Et puis sur Tolstoï aussi, j'ai beaucoup travaillé, et les deux m'ont conduite à ce moment-là à un fantasme de sauvetage. C'est-à-dire que Rossellini était manifestement animé par un fantasme de sauvetage à l'égard des femmes, et en particulier à l'égard d'Ingrid Bergman, et Tolstoï également avait un fantasme de sauvetage qui s'exprime par exemple dans Résurrection, dans différents textes. Et je me suis dit, bon voilà, ça doit être quelque chose, il doit y avoir quelque chose de mon affaire là-dedans. Parce que c'est comme si, en effet, j'avais été sauvé aussi par cet état de grâce. C'était la grâce, on m'avait fait grâce aussi. Et donc j'arrive à ça à la fin d'Abîmes ordinaires, cette première conclusion qui était, je dirais, une moitié de fantasme, une moitié seulement, parce que l'autre moitié, j'ai mis encore pas loin de 20 ans à la découvrir. Et je l'ai découverte à la suite de la présentation d'un autre livre, Aux Solitudes, en Belgique, dans un groupe d'analystes, et il y a une jeune femme, psychanalyste, qui m'avait dit que l'autre, le grand autre dans mon livre, était animé d'une puissance destructrice, enfin de quelque chose de l'ordre de l'anéantissement. Et je m'étais dit que, parce que dans ce livre, j'ai parlé de la nature qui nous voue à l'anéantissement. Bien sûr, tout être vivant doit mourir. Et je m'étais dit qu'en effet, peut-être que cette vérité, cette réalité, pouvait bien dissimuler un fantasme. Et ça s'est tout d'un coup raccordé à deux choses. D'une part, un rêve que j'avais fait à l'adolescence, dont je parle déjà dans Abîmes ordinaires, où j'étais condamné par un aréopage. C'était comme ça dans le rêve, et j'étais révolté, enfin j'étais horrifié et tout ça, et puis à un moment donné, j'acceptais
et j'étais à ce moment-là, je trouvais un état de sérénité, tout ça dans le rêve. Ça m'avait effectivement un peu interpellé ce rêve. Enfin, bon. Et donc ce rêve me revient à la suite de cette intervention de cette jeune femme. Et puis je le rapproche, je fais le rapprochement avec quelque chose que j'avais toujours su et jamais oublié, que qu'à ma naissance, j'avais failli mourir, pour reprendre les termes de failli mourir du fait d'une jaunisse qui était liée à une incompatibilité fœto-maternelle. Et le médecin, il n'y avait pas eu un aréopage, mais quand même un médecin qui avait dit que le premier enfant, puisque j'étais la première, le premier enfant, il arrivait souvent qu'il meure, et puis on en a d'autres, donc ce n'était pas un drame. Et c'est ce qu'il avait déclaré à mes parents. Et ça, ma mère me l'avait répété ça jusqu'à plus soif, je peux dire. Du coup, cette insistance, parce que mon père, lui, il n'avait pas insisté là-dessus. Cette insistance qui était un peu suspecte. Je l'avais évoqué avec Lacan, j'avais dit qu'en somme, ça pouvait être l'expression de son vœu de mort à mon endroit. Et il avait on peut dire, entériné la chose. Ce qui ne veut pas dire que, j'ai bien observé après que Lacan ne cherchait jamais à charger ma mère, par exemple. C'était jamais sa direction de la cure, c'était pas ça. C'était pas de mettre l'accent sur la mauvaise mère, entre guillemets, pas du tout. Et au contraire, ça lui était arrivé de pointer chez moi un vœu de mort dans un rêve, un vœu de mort à l'égard de ma mère. Vous voyez, et ça, je trouve que c'est formidable, parce qu'en effet, je suppose que mettre trop l'accent sur la mauvaise mère, mais ça fixe, ça victimise, et je pense que c'est on ne peut plus néfaste, hein, sur le plan clinique. Enfin, donc voilà, il y avait ces deux choses-là, donc l'aréopage qui renvoyait à ce qui n'était pas un souvenir d'enfance, mais un récit d'enfance, sur ma naissance, et ça me donnait le premier terme du fantasme. C'était pas tant gracié, mais avant, il y avait condamné gracié. Et là, j'avais trouvé les deux morceaux, rejoint les deux morceaux, et puis je me suis dit quand même, il faut que que j'écrive ça, parce que je le dois un peu à mes lecteurs, et je ne trouvais pas. Et c'est là que j'ai attrapé le Covid. Et là, ça s'est répété dans le réel, hein, vraiment on peut dire le réel, hein. C'est-à-dire que j'ai failli mourir, effectivement, et que j'ai été soigné, et bon, que je m'en suis tiré. Voilà, c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai pu écrire le dernier livre, qui est Un peu profond ruisseau. Un peu profond ruisseau, c'est un vers de Mallarmé. Un peu profond ruisseau, calomnier la mort. Hein, voilà, parce que j'avais vécu, en plus dans cette première nuit d'hospitalisation, je m'étais dit que j'allais peut-être mourir, on me fait comprendre que j'étais pas, c'était terrible, que mon état était risqué. Et j'ai vécu cette première nuit dans un état de grande sérénité et de méditation, sur le dont je fais. Voilà. Alors, là, on voit bien que l'écriture, elle est nouée à l'analyse, hein, c'est-à-dire qu'elle a pris le relais, vraiment. Elle a pris le relais, et c'est l'écriture qui m'a permis d'aller au bout, parce que j'estime que j'ai été au bout de ce fantasme. Enfin, et d'ailleurs, je veux dire, pour moi, l'analyse, c'est clos, quoi. Et voilà, et même peut-être que l'écriture aussi, malheureusement, c'est clos. Parce que comme j'ai eu l'impression d'avoir conclu quelque chose, du coup, je ne suis plus du tout sûr d'écrire autre chose.
Et ça fait déjà maintenant quelques années. C'était tous les 5 ans, vous écrivez. Oui, tous les 5 ans, mais là, ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Bon. Alors, je regarde. Je vais te poser une question, mais je ne vais pas en poser beaucoup. Comme ça, je laisse la parole ensuite à l'Assemblée, si vous en avez. Alors, il faut que je choisisse, parce que finalement, j'en avais beaucoup, mais vous avez anticipé beaucoup de... Enfin, répondu peut-être. Sur l'expérience du vide dont vous faites état dès le départ, d'une certaine façon, j'ai trouvé, donc ça passe par Maître Eckhart, ça passe par Rilke, par Madame Guyon, peut-être aussi l'expression sentiment océanique d'une certaine façon, même si c'est pas le... Oui, enfin c'est voisin. C'est voisin. Oui. Et ce sont des états où est en question l'abolition de l'ego, du moi, tout au moins. Et j'ai retrouvé moi cette phrase j'en ai parlé dans un texte de Renaud Barbaras qui parle du sentiment. Et il essaie lui aussi de penser ça de manière rationnelle, pas avec la psychanalyse, mais avec la phénoménologie. Alors j'ai pris une citation courte. Dans un entretien, il définit le sentiment de la façon suivante. Il dit: le sentiment n'est sentiment de rien, il n'a aucun contenu propre, il est au contraire ce vide qui est à la hauteur ou plutôt à la profondeur du monde, vide au sein duquel la transcendance de ce monde peut affleurer. Et il ajoute dans son livre Métaphysique du sentiment, bon ça c'était un entretien autour du livre, dans son livre Métaphysique du sentiment, il dit: ce vide est en même temps plénitude, car transcendant l'étant, transcendant toute chose, il n'est plus au plan des choses, le sentiment accède à l'épaisseur même du monde, de là, et c'est là que il me semble retrouver ça dans ce que vous écrivez, de là une sorte de joie ou d'exaltation dans le dépouillement, voire l'effondrement. Et en ce sens, est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée que c'est dans le dépouillement et l'effondrement que la joie et l'exaltation peuvent advenir? L'effondrement, je ne sais pas, c'est pas un mot qui me convient là, mais le dépouillement, oui. Et d'ailleurs, si j'ai choisi l'analyse, je crois que c'était à partir de cette idée que l'analyse, c'est un travail de dépouillement. Et que voilà, j'ai choisi l'analyse comme mode ascétique, comme type d'ascèse. Parce que ce que dit par exemple Michaud, c'est que ces expériences, comme ça très fortes, elles laissent quelque chose derrière elles, enfin, comme où l'aspiration à les retrouver. Elles suscitent un processus ascétique. C'est-à-dire, enfin, l'ascèse, ça peut prendre des formes diverses. Je crois que dans mon idée, l'ascèse analytique, d'ailleurs, on emploie ce mot d'ascèse analytique, bizarrement. C'est ce travail de dépouillement. Vous dites à la fin d'Abîmes ordinaires, la psychanalyse est une entreprise de nettoyage, une mise à sec du sens. Elle défait le nœud incestueux d'amour et de haine que l'ignorance abrite. Et un peu plus loin, vous dites: un vide né de l'épuisement du sens, dépris des affres de l'abandon comme de l'euphorie de la rédemption, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, que le grand vide souverain de mort. Donc là, vous faites référence. Cousin des gouffres, c'est un vide sans emphase, un vide tranquille, sans angoisse ni extase, où je rejoins peut-être le désir ancien de m'établir un jour sur un libre rien. Donc, ce libre rien, en quelque sorte, fait écho, et j'ai choisi de mettre entre écriture et expérience intérieure liberté, parce qu'effectivement, d'une certaine façon, alors je l'ai dit dans mon introduction, concernant les mystiques, vous dites: longtemps j'ai cru que c'était leur jouissance qui m'attirait, je ne voyais pas que c'était leur liberté. Il y a le libre rien à la fin d'Abîmes ordinaires. Effectivement, il y a cette idée que, il y a un désir de liberté dans votre écriture, et qui pousse très loin le désir d'échapper aux aliénations de toutes sortes, en s'efforçant de s'échapper, y compris à soi. Et
en ce sens, l'écriture semble devenir pour vous, notamment dans cette écriture d'un réel tel que vous l'avez vécu dans les expériences du vide, permet d'échapper au moi comme une des dernières aliénations, enfin une des aliénations possibles. Une des premières aliénations. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, bon, ça rejoindrait... Bon, ma question, c'était effectivement... qu'est-ce que vous faites de la liberté? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes d'accord que la liberté, elle doit être comprise ici comme libération de soi, c'est-à-dire du moi qui nous englue, et que d'une certaine façon, les expériences que vous avez vécues vous ont permis, d'une certaine façon, d'abandonner, de faire l'abandon de ce moi? Ah ben, enfin, je pense pas qu'on puisse abandonner son moi. Non, mais... Comme on peut abandonner un chien, hein. C'est peut-être plus dur, effectivement. Mais on est bien obligé de s'en occuper. Oui, mais enfin, effectivement, mais c'est que dans ma question, il y avait... J'ai repensé à une phrase que Lacan vous a dite, que vous Oui. témoignez de ça quelque part. Et Lacan, vous faites état à Lacan que vous souhaiteriez vous débarrasser de la psychologie. Oui, ça c'était au tout début que j'avais dans ma demande, la formulation de la demande, il y avait ça. Et j'y mettais un peu d'emphase parce que j'avais cru comprendre que lui, il n'était pas favorable à la psychologie. Donc, il m'avait répondu, oui, la psychologie, oui, en effet, quand on sent qu'on digère, c'est déjà trop. Je trouve que c'est excellent. Enfin, cette formule, c'est très vrai. D'une certaine façon, effectivement, après tout, le moi, on sent un peu trop qu'on digère. C'était en ce sens que je... Oui, oui. Peut-être... je sais pas si je... Parce que je veux pas non plus... comme on a annoncé que ça durait 1 heure, je veux pas non plus... Si vous avez des... je laisse peut-être la parole et je poserai mes autres questions en fonction des vôtres. Comme ça, vous avez la priorité. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Dimitri. Oui, bonsoir. Merci beaucoup déjà d'être là ce soir et merci pour cette explicitation de votre trajectoire. Moi, il y avait une question qui m'intéressait. Il y a 2 éléments dans ce que vous avez dit qui m'ont particulièrement marqué. Le premier concernait, vous avez parlé du fait que vous êtes passé de l'analyse à l'écriture et que l'écriture a pris pour vous le relais un peu d'analyse. Et vous aviez associé ça, si je ne me trompe pas, j'ai bien entendu, au fait d'avoir compris la moitié de votre fantasme. C'est-à-dire d'avoir compris une première moitié et qu'ensuite, des années plus tard, avec l'écriture, il y a la deuxième moitié qui s'y est ajoutée. Et ça m'avait fait penser au début de la préparation du roman, Barthes, reprenant Dante, il dit que l'écrivain est celui qui est toujours à la moitié du chemin de sa vie et que pour se lancer dans l'écriture, il faut être arrivé à cette moitié-là. Et moi, la question que j'avais déjà, c'était comment est-ce que l'on fait pour passer du jeu qui est en analyse et du jeu qui s'exprime et qui parle en analyse au jeu qui est écrivain et qui écrit et qui parle dans ce jeu-là. Et la deuxième question, c'est quelle est la relation de ces 2 jeux, notamment quand on témoigne de soi et qu'on témoigne d'une expérience aussi intime et aussi métaphysique que celle que vous déployez dans vos livres. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà senti une continuité entre ces 2 jeux ou est-ce que vous avez trouvé que c'était deux jeux hétérogènes complètement l'un à l'autre? C'est pas une question facile. C'est-à-dire quand on est en analyse, on dit beaucoup je, et quand on écrit, quand on écrit par exemple sur des auteurs, on leur donne la parole à eux. Donc d'une certaine façon, on transfère quelque chose de son jeu. Hein. Et voilà, c'est pas...
Et puis c'est pas la même chose, effectivement, le travail d'écriture, et puis le fait de parler séance après séance à un analyste, c'est des choses très différentes. Et vous ne faites pas le lien entre, ou est-ce que j'ai mal compris, entre l'arrêt de l'analyse et le début de l'écriture? Est-ce que l'analyse, est-ce que ça a joué? C'est-à-dire, plus exactement, quand après mon analyse avec Lacan, et j'ai repris une analyse avec quelqu'un d'autre, et parallèlement, j'ai commencé à écrire. Parce que dans la mesure où j'avais compris que je n'aurais pas de réponse du côté des analystes concernant ma question sur cette expérience que je relate là, du coup je me suis dit bon, il faut que je me débrouille toute seule. Et toute seule, c'est-à-dire avec en fait ceux sur lesquels je transférais désormais, c'est-à-dire les écrivains. Donc voilà, ça a été, dans cette seconde analyse, c'était deux courants parallèles. Ce que je voyais moi comme comme une forêt de souterrains qui se seraient rencontrés. Et c'était pas tout à fait comme ça. Mais en même temps, je me pose une question, comment ça se fait que l'analyse avec Lacan, par exemple, ne m'a pas permis de dégager ce fantasme quand même qui, d'une certaine façon, crevait les yeux du condamné sauvé. Est-ce que ça m'étonne beaucoup. Ça, c'est une question à laquelle je n'aurais forcément pas de réponse parce que je ne peux plus demander à Lacan quelle idée il avait. Sauf que vous avez fait une œuvre après. Hein? Sauf que vous avez fait une œuvre après qui répond à cette question. Condamné, sauvé. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Peut-être qu'en faisant ce saut dans l'écriture, vous avez compris que c'était à vous de régler cette question du condamné sauvé. Eh bien, sauf que je n'avais pas condamné sauvé. J'avais l'énigme, cette expérience. Oui. Il fallait pas là-dedans, il fallait que je me débrouille toute seule. Oui, oui. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Bon, merci aussi pour cette très belle présentation. Et voilà, je me demandais des 3 expériences que vous avez mentionnées. Elles se rejoignent dans le jeu dépouillé que vous citez de Michaud aussi. Et me semble avoir une parenté avec ce que Simone Weil pouvait appeler la décréation, où elle spécule qu'un dieu, pour créer le monde, a dû renoncer à être. Et je me demandais si le mouvement d'écriture, de création, procédait d'un mouvement analogue ou qu'elle entretenait des liens avec cet renoncement à être et ce jet dans la création. C'est la référence de Simone Weil, c'est au Tsum Tsum. C'est ça, exactement. Voilà, c'est une chose de la très Kabbale. connue chez dans la tradition juive. C'est ça. Ça a un auteur d'ailleurs dont j'ai oublié le nom là. Dont oui, qui a construit cette idée que Dieu, pour créer le monde, c'est simplement retirer, pour laisser la place. Votre question, ça serait quoi? Si l'écriture, dans son mouvement de création, oui. Vous l'avez vécu d'une façon analogue ou avec ce mouvement-là? Ce mouvement de retrait? Oui. Peut-être le retrait du moi qui est difficile à digérer et laisser place au réel par l'écriture. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je réfléchis. Oui. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup parce que c'est absolument éclairant. Moi, je m'intéresse beaucoup depuis quelques années à ces questions des liens, de l'entremêlement entre l'écriture et l'analyse. Et je me pose la question, je me demande laquelle, en fait, est-ce que c'est l'écriture qui prolonge l'analyse ou
ou est-ce que c'est l'analyse qui la déclenche, enfin, en fait, où commence l'une, où s'arrête l'autre. Et alors, je me demandais, parce que vous avez parlé de la dimension ascétique de l'analyse, et donc que l'analyse était d'une certaine manière une pratique ascétique. Et ce que je me demande, c'est est-ce que l'écriture et l'analyse suffisent dans leur dimension analytique, même s'il y a une dimension métaphysique, spirituelle. Bon. Est-ce que cela suffit, ou est-ce que vous avez ressenti le besoin à un moment donné dans votre vie d'explorer d'autres formes d'ascèse ou de pratiques, par exemple pratiques spirituelles, d'aller chercher du côté... Non, jamais. Jamais. Ça m'a suffi. D'accord. Non, parce que, enfin, en fait, je suis pas croyante. Oui. Voilà, donc... Mais sans être croyante. Oui, oui, bien sûr. Enfin bon, disons que la pratique, l'ascèse analytique m'allait à cause justement de ce travail de dépouillement. Parce qu'il y a la dimension, je trouve, physique, alors qui est très présente dans ce que ça engage des affects, même si on y a accès par le concept, par le verbal, il y a un manque de ça du verbal, mais la dimension physique, corporelle, chair, bon, le corps est très présent dans tout cela, mais est-ce que à un moment donné, il y a la nécessité peut-être de trouver un équilibre dans le fait de expérimenter quelque chose qui engage davantage le corps ou différemment. Qui engage davantage oui, le corps. Le corps, parce que oui. Moi, quand je pense à ascèse, je pense aussi voilà, au travail, le travail corporel, méditatif, contemplatif, mais par justement vraiment plus simplement par l'instrument du concept, du verbal, mais vraiment par se mettre en situation physiquement de mener ce travail. Oui, je sais. L'analyse, elle met en jeu le corps, oui. Au sens où elle met en jeu la présence physique de l'analyste et de l'analysant. C'est ça, mais c'est pas comme le yoga, quoi. Oui. Mais ça a son effet sur le corps. L'analyse a son effet sur le corps. Oui, bien sûr. Oui. Certainement très différemment de... Je me pose une question concernant l'articulation entre... Enfin, d'abord, est-ce que vous dites, d'une certaine façon, vouloir, c'est trop fort, mais vouloir pouvoir revivre ces expériences dans, disons, ce qu'elles avaient de supérieur par rapport à la quotidienneté. Mais comment penser une éthique au sens très simple de l'affaire, si on aspire à ces expériences, faut-il aspirer à ces expériences? Déjà, est-ce que ça implique une certaine... Il n'y a pas de recette pour... voilà, mais comment vivre sa vie à partir d'une aspiration à de telles expériences qui ont à voir avec le dépouillement de soi? Et est-ce que... comment concilier ce dépouillement de soi et la singularité à laquelle on peut vouloir aspirer, et notamment ce que peut permettre l'analyse, c'est-à-dire d'arriver à un indice, à un point de singularité qui fait qu'on se distingue de tout ce qui en nous était de l'autre, ou en tout cas on peut affirmer quelque chose de propre, notamment un nom propre. Et donc je me pose la question de si on aspire au dépouillement de soi, qu'est-ce qu'il en est de la singularité dans le dépouillement de soi?
Je me demande si la singularité, il faut s'y attacher tant que ça. D'accord. Bon. Ça peut avoir plusieurs sens, la singularité. Mais enfin, j'essaie de me souvenir de textes où Lacan pouvait évoquer. Souvent, Lacan dit d'ailleurs que ce qui compte, c'est d'atteindre le particulier et pas le singulier. Mais d'autres fois, il me semble qu'il parle quand même du singulier. Enfin, voilà, Parce qu'il y a une forme d'anonymat peut-être dans les expériences que vous avez vécues, ainsi que celles qu'on retrouve chez les mystiques ou enfin, chez les mystiques en général. Il y a une forme de le plus propre, c'est le plus anonyme. Et effectivement... Et c'est surtout chez les mystiques, en particulier chez Guyon, le propre, il faut s'en défaire. C'est ce dont il faut se défaire, le propre. Donc la singularité, si c'est un peu quelque chose, enfin, si c'est du côté du propre, c'est pas tellement intéressant. Oui. En fait, j'ai mon propre itinéraire, disons, sur ces questions, c'est qu'effectivement j'avais le sentiment, j'étais très frappé par cela, et même philosophiquement, ayant étant élève aussi de Renaud Barbaras, il défend d'une certaine façon dans le cadre phénoménologique cette idée que il faut abandonner la dimension égoïque et que la manière d'accomplir son ipséité d'une certaine façon, c'est dans le fait de parvenir à cet indice d'anonymat qui nous dépouille totalement. Et simplement, pour le coup, moi, c'est en faisant une analyse que s'est posée la question d'au contraire l'exigence et l'impératif, non plus de tendre vers l'anonymat, mais de trouver une consistance singulière. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, je fais le chemin inverse, mais qui, dans singulier, j'entends pas moïque, j'entends vraiment ce qui n'est nulle part ailleurs. Et, parce que dans le moi, il y a l'autre, alors que dans le singulier, il y a l'idée d'une jouissance une, quoi, disons, quelque chose qui... Ce que personne ne peut faire à votre place. Voilà. Et donc, ce qui nous... Et arriver à ce point me semble ne pas du tout être de l'ordre de l'anonymat. Et donc, c'est pour ça que il y a une... C'est la question que je me pose, quoi. Oui. Et c'est ce que votre œuvre me fait poser la question. D'ailleurs, il y a une question comme ça toute simple que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi j'écris ? Oui. J'ai écrit pour tirer au clair mon affaire. Mais encore. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas dire, eh bien, on peut l'écrire. Certes. Comme Wittgenstein disait, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Je dis pas il faut le taire, je dis on peut essayer de l'écrire. Mais justement, dans cette histoire à la fois de singularité ou d'anonymat, vous écrivez, je vous ai lu bien sûr, mais je pense que vous écrivez beaucoup à travers le transfert vers d'autres, puisque vous prenez des écrivains, etc. Est-ce que précisément, puisque vous dites qu'en ce moment vous n'écrivez pas, est-ce qu'on peut imaginer une autre écriture, ou en tout cas une écriture qui viendrait après, qui serait celle à la fois de toute votre expérience, de vos lectures, mais aussi de quelque chose qui viendrait du plus profond de ce que vous avez réglé sur le vide. Sur le vide et ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, en fait ? Et est-ce que les moyens de le dire seraient différents ? Est-ce que ça pourrait passer par un récit, par un roman, par autre chose, mais qui ne serait pas
avec cet appui sur les autres, cette communauté d'écrivains que vous aimez et que vous avez envie de traverser. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si j'écrirai d'autres livres que ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et ça fait quelque temps que je tourne autour de Simon, si vous voulez tout savoir. Oui, intéressant, très intéressant. Et bon, ben voilà, si j'ai fait quelque chose, ça serait autour de Simon. Donc toujours... Mais qu'est-ce qu'il y a de... Alors c'est Simon et vous, quoi. Simon. Ben oui, c'est un peu ça maintenant. On a envie de dire, qu'est-ce que enfin voilà, en écrivant sur Simon, qu'est-ce que vous allez dire de vous? Puisque vous... Oui. C'est très intéressant, je trouve. Peut-être on peut terminer la soirée avec le fait que votre vie éditoriale a été ponctuée par un éditeur en particulier. Oui. Qui vous a accueilli dès la vocation de l'écrivain. Oui. Et, quelle place il a occupé pour vous, Philippe Soler, en tant qu'éditeur, parce qu'il vous a accompagné dans tous vos livres? Énorme. Voilà. Une place énorme justement d'accueil. Parce que c'était pas quelqu'un du tout de directif. Il vous demandait jamais jamais une correction. Enfin, il prenait ou il laissait un Solaire. Et je lui ai d'abord donné 2 petits textes qu'il a publiés dans l'Infini, qui étaient un texte sur Colette, le texte sur Colette qui est dans la vocation d'écrivain, et puis celui sur Hofmannsthal, si vous vous souvenez bien. Il les a publiés. Je lui ai dit que ça faisait partie d'un ensemble que j'étais en train de travailler sur. J'avais déjà le titre, je crois, la vocation d'écrivain. Il a dit « je prends ». Alors là, cette parole était pour moi... du coup j'ai terminé, j'ai apporté mon manuscrit, il a pris. Et puis après, tout ce que je lui ai apporté, il faut dire que je n'étais pas très prolixe, donc je ne l'ai pas non plus submergé. Tous les 5 ans, je lui apportais quelque chose et il prenait. Donc, puis de temps en temps, je lui demandais qu'on se voit parce que j'avais besoin d'être un peu relancé, un peu, simplement de le voir d'ailleurs. C'était pas pour qu'il me débrouille des questions, mais simplement de le voir, ça me remettait en selle. Voilà, c'était ça, mais c'était extrêmement important. C'est extrêmement important. Si bien qu'effectivement, lui, mort, il est mort peu de temps après la publication de mon dernier livre. Ça fait un effet de clôture aussi, ça. Excusez-moi, j'ai juste une dernière question qui me paraît importante. Sur la question du vide, justement, j'ai l'impression que dans les sociétés occidentales, aujourd'hui dans notamment la psychiatrie occidentale, il y a une forme de suspicion, de soupçon généralisé sur l'expérience du vide. Et que des sujets qui seraient sensibles, qui seraient le lieu de cette expérience et qui en plus auraient l'audace de le dire, tout d'un coup, il y a quelque chose de douteux ou qu'il faudrait régler ou qui serait de l'ordre d'un symptôme vraiment d'une pathologie. Le fait de faire l'expérience du vide, alors que finalement, si on va voir dans les formes de sagesse ancienne ou asiatique ou du Sud, ça paraît tout à fait banal. Donc, quel est votre regard là-dessus, sur cette forme de... je ne sais pas comment on peut appeler ça, une forme de soupçon de psychiatrisation du ressenti d'un vide dans une société qui érige le plein comme Dieu. Effectivement, le vide est ressenti de façon négative, c'est-à-dire comme si c'était un manque de quelque chose, comme si c'était en effet une pathologie, ou en effet, quel regard je peux porter? Je ne me sens pas très à l'aise dans cette société. Je reviens du Brésil, qui est un pays que j'aime beaucoup, mais ils sont infernales avec la musique. On peut pas être dans un hôtel sans qu'il y ait une musique d'enfer. Et vraiment, qui empêche de penser. Voilà, je veux dire, ça fait partie du silence, c'est une des formes du vide. Voilà.
Merci de votre invitation et votre attention.